L'idée de ce petit laïus est de revenir sur des choses que vous connaissez probablement déjà, même si c'est probablement un peu flou, et d'essayer un peu de redéfinir les choses dans le bon sens. Intégration et primitivation. Donc, vous avez appris l'intégration de façon très mauvaise. En particulier parce que vous avez appris la primitivation d'abord et l'intégration ensuite. Pour vous, l'intégrale, c'est la différence des primitives. D'accord ? Et on vous a dit à un moment donné qu'il y avait une histoire d'aire algébrique sous la courbe. Or, il s'avère que c'est le contraire, hein, d'accord, d'un point de vue strictement cheminement intellectuel. D'abord, on essaie d'évaluer l'air sous la courbe, ensuite on essaie de comprendre ce qu'on est en train de faire, et ensuite on se rend compte que ça donne des primitives. Et c'est ça sur lequel on va revenir aujourd'hui. Bien sûr, vous aurez un cours complet d'intégration et de primitivation avec M. Lévy. Pour moi, le but du jeu, c'est de consolider un peu les choses et de vous rappeler la seule chose en termes de primitivation que j'exige de vous à partir d'aujourd'hui. D'accord ? Vous devez savoir faire un truc. Donc, je vais vous donner une formule, et celle-là, plus jamais vous ratez. D'accord ? Donc on est parti. Donc je reprends les choses. Soit f est une fonction continue sur un intervalle AB que je ferme, mais vous savez peut-être que c'est pas forcément aussi grave que ça, etc. etc. D'accord ? Alors, comme d'habitude ici, M. Lévy me détesterait s'il m'écoutait, mais bon, voilà, il ne m'écoute pas. Pour moi, une fonction continue, c'est la définition STMG d'une fonction continue. Autrement dit, c'est un truc que je peux tracer avec mon stylo sans lever le stylo. D'accord ? Voilà. Okay, hein. D'accord ? Voilà une fonction continue. Je suis content. Voilà. Et je prends donc mon intervalle AB ici. D'accord ? Il peut se passer d'autres choses ailleurs, c'est pas extrêmement grave. Bien sûr, vous avez donc f de A ici et f de B ici. Voilà. Tracer f en fonction de x. Pas de problème dans cette histoire. Et je vais me donner une valeur x0 à l'intérieur de AB. D'accord ? Comme ça, là. Ça, je l'écris avant. Soit x0 appartenant à l'intervalle AB. Oui. Ben, il n'y a pas de x, donc... f de A, f de B, c'est un B, ça. Ah, moi je sais jamais trop ce que je mets là en général. Hein. Moi je mets f. Je vais mettre f de x. C'est que ça pour faire plaisir, mais voilà. Je pense que les notations là, pour dire ce qu'on raconte, sont très floues pour le coup, dans cette histoire. Donc on est parti, on définit. C'est du vert, puisque c'est qu'on définit. On définit l'intégrale de f sur a x0 noté donc on la note comme ça, d'accord ? On va voir pourquoi ça se note comme ça. Oui. C'est un S. C'est un S. f de x dx par l'aire algébrique entre la courbe représentative de f et l'axe des abscisses sur l'intervalle à x0. Autrement dit, si je reprends mon petit dessin, ça signifie que grosso modo, l'intégrale, c'est ce truc-là. L'aire algébrique, c'est tout simplement une aire comptée positivement si f est au-dessus de la courbe, de l'axe, pardon, f et négativement si f est en dessous. Autrement dit, en fait, l'aire algébrique est comptée selon le signe de f. Donc hein, si on fait un petit truc comme ça, par exemple, vous aurez une partie positive, d'accord, là. Donc là, cette partie-là, ce sera positif.
et cette partie-là, ce sera négatif. On est d'accord sur la algébrique, je pense que je vous apprends rien pour l'instant. La seule chose qui change probablement par rapport à votre cours de terminale, c'est que c'est une définition. Alors, dans votre cours de terminale, c'était une conséquence de la façon dont vous avez amené le truc. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors maintenant, on va un peu décortiquer ce truc-là, parce que je pense que mes collègues de mathématiques du lycée, ils vous ont pondu ça. Je suis sûr que quelqu'un dans votre classe, on a levé la main en disant « Mais monsieur ou madame, c'est quoi ce dx ?» Et on lui a répondu dans un langage tout à fait poli « Ta gueule, c'est comme ça. » Rentre chez toi. On est d'accord que c'était à peu près ça? Personne n'a posé la question? On t'a expliqué? On t'a dit que c'était quoi? C'est ça, donc on a fait un travail de physicien, d'accord, dans cette histoire, parce que ça, c'est les physiciens qui ont inventé ça. Comme d'habitude, quand vous voyez un dé qui se promène quelque part, c'est nous qui avons fait le boulot, quand même, d'accord? On est d'accord que, et donc c'est un des derniers résidus de ce qui se passe en maths quand ils ne peuvent pas faire grand-chose. Tout simplement parce que ce chapitre en mathématiques est rempli d'escroqueries, longues comme le bras, et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, on a un certain nombre de propriétés que je vais vous donner justement pour vous faire sentir les escroqueries. D'accord? Voilà. Alors déjà, je vous ai menti. C'est pas ça la notation. La notation, c'est, théoriquement, vous mettez l'intervalle AX0 ici. Cette intégrale-là, c'est une intégrale de chemin. C'est pas la même. D'accord? Donc théoriquement, vous n'avez pas les moyens mathématiques de comprendre cette intégrale-là. Mais on fait une escroquerie de base en disant que c'est une intégrale sur un intervalle et on la note comme ça. Et vous allez voir l'escroquerie arriver. D'accord? Donc, on a les diverses propriétés. D'accord? Que je vais vous donner tout de suite. Et la première que je vais vous donner, c'est une escroquerie. Tout de suite. L'intégrale de a à b de f de x dx est égale à moins l'intégrale de b à a de f de x dx. Vous êtes d'accord avec ce théorème? C'est quoi cette arnaque? Depuis quand on prend un intervalle à l'envers? On est d'accord qu'un intervalle, c'est un intervalle, hein? La borne supérieure n'est pas plus petite que la borne inférieure. Hein? Donc tous les cours de maths commencent comme ça. Et comme je l'ai dit à un de mes chers collègues de mathématiques, dont j'ai corrigé le livre sur le sujet, te mets à la taille du tapis, quoi. Là, c'est... Ah, voilà. On prend un intervalle et on prend le négatif de l'intervalle. D'où on prend le négatif de l'intervalle? C'est quoi cette escroquerie majeure? D'accord? Voilà. Oui. Positif. Ouais. Ça, ce sera négatif. Mais voilà, c'est-à-dire que le jour où on commence à mettre la loupe sur le sujet, c'est quoi ce délire en fait? D'accord? Oui. Fonctionner sur un intervalle inversé, Oui. mais que la courbe est en dessous de l'axe. Ça donnera un résultat positif. Si on est en bas à gauche, c'est que ouais, parce que en fait, c'est là où... Vous voyez l'arnaque? On est d'accord que il y a un problème entre cette définition-là et le premier résultat que vous avez appris sur les intégrales. D'accord? Le fait que vous pouvez changer le signe qui serait orienté par un sens de parcours de l'intervalle, parce que c'est ça dont on parle, sauf que factuellement, on ne vous a jamais parlé à un moment donné ou à un autre d'un sens de parcours. L'idée est donc qu'en fait, il y a eu un bascule de notation dans ces histoires-là. Cette intégrale-là est en fait une somme. Une somme dans un sens donné. Une somme de quelque chose. De rectangle, effectivement, mais plus que ça, une somme de produits. Dont un des deux termes va changer de signe en fonction du sens dans lequel vous parcourez l'intervalle. Au hasard, le dx. Au hasard, d'accord? Je vais continuer sur mes petits théorèmes, mais celui-là est là pour vous montrer qu'il y a un bug dans cette histoire, d'accord? Vous en avez un autre qui est l'intégrale de a à c de f de x dx plus l'intégrale de c à b de f de x dx est égal à quoi? Voilà, c'est la relation de chat, là, l'intégrale de a à b de f de x dx. Il s'avère en particulier que ce truc-là est en fait une conséquence de ça. D'accord? En fait, il suffit de remplacer c par b, et puis vous avez un 0 qui se promène. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. Oui? Il faut que c soit sur l'intervalle AB. Enfin, il faut que ça... Enfin, en gros, je vais très vite, c'est pas un vrai cours d'intégration, hein, d'accord? Il faut que toutes ces intégrales soient définies. Donc, c soit sur l'intervalle de continuité enfin, C peut être en dehors de AB, hein, pour le coup.
Mais il faut juste que l'intégrale soit définie. Voilà. Donc, sinon, ça marche très bien. Il n'y a aucune condition ni d'ordre, ni de machin sur ce truc-là. Ok? Alors, je continue avec mes petites notes. Voilà. Bien. Alors, définition supplémentaire. Vous voyez que si je reprends mon dessin de tout à l'heure, d'accord? A. Et si ce truc-là, je l'appelle X, tout d'un coup, au lieu de l'appeler X0, eh bien, en fait, je peux tout simplement définir une intégrale de A à X de ça. D'accord? C'est la même chose que mon X0, et tout d'un coup, je l'appelle X. Et donc, ce truc-là va tout d'un coup être une variable, et donc tout d'un coup, je mets en branle une nouvelle fonction, d'accord? Qui est tout simplement en fonction de X, quelle est l'aire sous la courbe. Ça, ce truc-là, ça porte un nom, ça s'appelle une primitive, ou la primitive qui s'annule en A, plus exactement, de F. D'accord? Donc, on définit la primitive s'annulant en A. Par grand F indice A de x est égal à l'intégrale de 0 à x de f de x' des 2x'. Alors, en général, les mathématiciens n'aiment pas qu'on mette la même lettre ici que là pour des questions de confusion d'écriture. Donc, je mets un x' pour comment dirais-je, relever le caractère muet de cette variable-là. D'accord? C'est pas un 0, c'est un A, pardon. On voit bien que fa de a est égal à 0, on est d'accord? Puisque vous intégrez sur un intervalle qui a une taille nulle, sans aucune forme de problème. Voilà. Alors, et c'est là où ça va commencer à m'intéresser extrêmement fortement. Donc, et on va faire de la physique. Si vous prenez f de x dx, d'accord, de manière très générale, il s'avère que ceci est un produit infinitésimal. Et là, vous êtes content qu'on ait fait un bon cours sur les grandeurs infinitésimales, parce que quand je vous ai dit au début d'année qu'on a utilisé ça tout le temps, en fait c'est la base de la physique, c'est pas une blague, d'accord? C'est juste tout le temps, c'est comme ça qu'on bosse. Alors, on constate que f de x dx est un produit infinitésimal. Infinitésimal. Qu'est-ce qui est tout petit dans cette histoire? C'est dx, d'accord? Alors on va essayer de comprendre ce truc-là avec des dessins. Donc, je mets x' ici, x là, j'ai donc un intervalle dx là, d'accord? Et ça, en fait, c'est f de x. C'est ça dont on parle, d'accord? Donc si je fais une petite hachure sur le sujet, dx c'est ça. Je sais pas. Ça c'est dx, c'est la base de mon rectangle, d'accord? Et ça c'est x. Voilà. Bon, c'est x' si vous voulez, mais bon, c'est juste une histoire de ne pas mélanger les notes, mais je vais pas mettre des primes partout, sinon ça va me fatiguer, quoi. On est d'accord là-dessus? Et donc, en gros, ce qu'on constate ici, alors ma courbe n'est pas bien faite, j'aurais dû la faire comme ça, voilà, comme ça on voit bien la différence, c'est que f de x dx correspond exactement au signe près, en tout cas, à l'aire du rectangle que j'ai hachuré en violet. D'accord? Donc, en fait, f de x dx, c'est l'aire du rectangle que j'ai hachuré en violet comme ça. Et c'est là où on comprend ce théorème ici, c'est que si x varie de a à b, alors dx est positif, donc ce truc-là aura bien le signe de f. Par contre, si on va de b à a, alors dx sera négatif, d'accord? Et donc en fait, f de x dx sera le signe opposé de f. Donc le dx vous raconte comment vous êtes passé de la première borne à la deuxième borne. Si vous êtes passé de façon croissante de la première borne à la deuxième borne, autrement dit, si b est plus grand que a, dx va être positif tout le temps, vous montez. Par contre, si b est plus petit que a, vous allez descendre dans cette histoire, et donc dx sera négatif. Donc ça, c'est la première chose. Donc en gros, dx a le signe de b moins 1.
dx a le signe de b-1. Autrement dit, des deux extrémités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc une intégrale apparaît donc comme une somme. Vous allez, comme c'est l'air sous la courbe, alors là, c'est toujours pareil, c'est la petite tricherie des infiniment petits. Là, j'ai fait un dessin très exagéré avec un dx énorme et ma courbe a largement le temps de décoller du haut de mon rectangle, mais vous imaginez très bien que si dx tend vers 0, je vous rappelle que dx, c'est une quantité qu'on peut rendre aussi petite que l'on veut, sans qu'elle ne soit jamais nulle. D'accord ? Et donc, grosso modo, en fait, quand vous allez faire tendre dx vers 0, en fait, vous allez avoir une différence qui va ici tendre vers 0. C'est d'ailleurs l'argument de fond sur lequel qu'une fonction, pour être intégrable, doit être continue. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait de saut, quoi, dans cette histoire. Sinon, vous allez toujours avoir un gros décalage, mais si elle est continue, bah, vous allez compresser votre machin, et à un moment donné, en fait, vous allez pouvoir, sans aucune forme de problème, assimiler la valeur ici à la valeur de la courbe. Enfin, plutôt l'évolution de la courbe à la valeur en haut. Oui. S'il n'y a pas de saut, stop. S'il n'y a pas de saut, c'est pas intégrable. Une fonction est intégrable si seulement elle est continue. Non, s'il y a un saut, elle n'est pas continue. Ça s'arrête net, justement, c'est le problème. D'accord ? Voilà. Donc on n'intègre pas des fonctions discontinues. Ça se passe pas bien, justement, parce que ton rectangle, ça va pas être smooth, en fait, la façon dont... quand tu vas le réduire en taille. Okay ? D'accord, l'idée ? Donc, ça, c'est assez rigolo. Donc, en fait, f de x dx, donc dx a le signe de ça. F de x dx, dx est l'aire algébrique infinitésimale. D'accord ? Et là, vous avez en fait 4 cas. Si b est plus grand que 1, f de x dx est positif. On est d'accord là-dessus ? Parce que f est positif et dx est positif. Si votre courbe est en dessous, f de x dx est bien négatif, on est d'accord ? Parce que cette fois f est négatif, mais dx reste positif. Au contraire, si b est plus petit que 1, et je refais les mêmes dessins, ici f de x est de quel signe ? Négatif, parce que dx est négatif. Tout simplement, en fait, parce que votre dx, il est dans ce sens-là. D'accord ? X diminue en allant de A à B, et donc dx est négatif par propriété des dérivés. Et pareil ici, hein, si je fais ça, ici j'aurai f de x dx qui cette fois sera positif. Donc non seulement votre R elle est orientée en termes, enfin elle est signée par le caractère au-dessus ou en dessous de f, mais elle est aussi signée par la façon dont vous parcourez votre intervalle. C'est là où je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas du tout l'intégrale sur un intervalle dont on est en train de parler, mais l'intégrale sur un chemin. Autrement dit, comment est-ce que vous parcourez vos petits rectangles ? Est-ce que vous les parcourez dans un sens ou est-ce que vous les parcourez dans l'autre ? Ça, c'est le deuxième point important. Et le troisième point important, c'est donc que l'intégrale apparaît donc comme une somme. C'est une infinité de termes infiniment petits. C'est une somme continue. Oui. Vous pouvez dire ce que vous avez marqué dans le tableau. Positif, négatif, négatif, positif. C'est à chaque fois f de x dx. Voilà. Donc, l'intégrale est donc une somme continue de termes. D'accord ? Vous comprenez c'est qu'une somme continue ? Parce que déjà, c'est le contraire d'une somme continue. C'est une somme discrète. D'accord ? Donc une somme discrète, vous connaissez. C'est ça. Ça, c'est une somme discrète. Vous avez des termes qui sont bien séparés, d'accord ? Comme une frontière entre les deux. Ça, c'est une somme discrète. Donc là, une somme discrète, vous pouvez la voir comme une fonction de n vers quelque chose. D'accord ? Une intégrale, c'est une fonction de r vers quelque chose. Okay ? Une somme discrète somme une quantité finie de termes de taille finie.
Une somme continue somme une quantité infinie de termes de taille quasi nulle. D'accord? C'est pas très compliqué. Vous avez d'ailleurs un passage à la limite possible entre les deux. Oui? Au niveau de la somme continue, enfin, l'écriture, c'est comme ça. Bah ça, c'est une intégrale, ça. Mais à gauche, si on met pas les crochets. Non, mais je m'en fous, c'est juste une histoire de... Ah, ok. C'est juste une histoire de symbole, quoi, d'accord? Alors, et petite remarque, tout ceci s'appelle une somme, donc ceci est un sigma, qui est un S en grec, et ceci est un S qui a pris, qui rappelle un peu un chemin, quoi. D'accord? C'est un S, ça. C'est les S de Riemann, effectivement. Je me suis dit, tiens, je vais faire un S, bon, on va faire ce S-là, ouais, pas mal, pourquoi pas. Je vous rappelle qu'une clé de phase, c'est bien F mal écrit, on met pas ça après, hein, je veux dire, voilà, quoi. D'accord? On est d'accord là-dessus? Sur ce que c'est qu'une somme continue? Donc en gros, et là on va l'utiliser énormément comme ça en physique, surtout en mécanique, quand on va devoir faire des sommes sur des trucs, au lieu de faire une somme élément par élément, on va couper notre truc en petits bouts, infiniment petits, et pour faire la somme totale, et ben on va faire une intégrale. D'accord? Donc ce truc-là va revêtir une importance extrêmement forte quand on va arriver en mécanique en particulier. Alors, le problème, c'est que, comme j'ai pris le cours de terminale à l'envers, il faut quand même que je retombe sur mes papates en particulier. Quel est le rapport entre ce truc-là et la dérivation? Pourquoi est-ce que la primitivation apparaît comme une opération inverse de la dérivation? Enfin, je veux dire, pour l'instant, c'est quand même pas évident. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais c'est pas simple de se dire, tiens, on parle d'air, de coloriage positif, coloriage négatif. Pourquoi tout d'un coup, ce truc-là a un lien avec la dérivée? Je veux dire, on est d'accord que c'est pas simple? Eh bien, on va prouver ça en 2 coups de cuillère à peau. Ça va être relativement facile. Je reprends ma bête ici. D'accord? Voilà. Enfin. Donc, voilà. Enfin, reconsidérons f indice A de x. Vous vous souvenez de la primitive x annulant A? D'accord? Donc, je vous refais un petit dessin. J'ai ma courbe comme ça, d'accord? J'ai mon point A ici. J'ai mon point X ici, et donc ça correspond à l'aire qui est comme ça. On est d'accord que ce que je vais colorier en bleu pour l'instant, d'accord? Ce truc-là, c'est f indice A de X. Définition de base, c'est donc l'aire sous la courbe, partant de A et allant jusqu'à X. Jusque-là, tout va bien? Et je vais faire la même chose qu'on fait systématiquement en physique quand on n'a pas d'idée. Je vais faire un petit accroissement de x plus dx, et je vais essayer de voir la tronche que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais me placer en x plus dx. On est d'accord là-dessus? Et que je vais pouvoir tendre le truc ici. Et que donc, si je fais un hachurage comme ça, mon hachurage orange, c'est tout simplement, en fait, f indice A appliqué à quoi? À x plus dx. Je ne pose pas trop de questions. Donc j'ai pris mon x et je lui ai mis une petite claque tranquillement vers les x croissants. Et j'ai fa de x plus dx. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de faire la différence entre les deux. On a fa de x plus dx moins fa de x qui est égal à quoi? Géométriquement, ça correspond à quoi en fait? Ouais. Pourquoi? C'est l'intégrale de A plus dx Oui. moins l'intégrale. Oui, donc c'est l'air en fait, on est d'accord que tu raisonnes sur l'air. On est d'accord que cette différence-là, en fait, c'est ce petit rectangle qui reste. Bien sûr, là, je l'ai fait en énorme pour qu'on voit quelque chose. Mais en fait, finalement, alors je vais peut-être pas trop surcharger, mais enfin, non, je vais refaire un autre dessin plutôt. Ça, en fait, si je fais une espèce d'égalité avec un dessin, comme ça, bah, ce que je suis en train de calculer là, finalement, c'est l'air ici. On est d'accord? Avec x et x plus dx ici. La différence entre les deux airs, c'est simplement le petit rectangle que j'ai rajouté pour passer de l'air bleu à l'air orange. Donc ce truc-là, effectivement, et donc ça c'est égal, ben, on va faire le calcul. Ça, comme c'est un rectangle et que c'est infiniment petit, c'est tout simplement r d'un rectangle, f de x, multiplié par
dx, qui est ce que j'ai en bas. Petite remarque, ça fonctionne que dx soit positif ou négatif. Là, j'ai pris un dx positif pour qu'on rajoute quelque chose, mais si j'avais pris un dx négatif, j'aurais enlevé quelque chose. Mais f de x dx serait par la même négatif également. Donc, il n'y a pas de problème de signe dans cette histoire. On est d'accord là-dessus? Bon, bah, une fois qu'on est là, c'est fini. Enfin, moi, je vois que c'est fini, vous pas encore, parce que votre habitude des différentiels n'est pas encore forte, mais vous allez voir. Donc, ça signifie que fa de x plus dx moins grand f de x, c'est égal tout simplement à f de x dx. Ok? Et c'est là on va voir si vous avez, il y a un petit tas ici, hein, si vous avez suivi votre cours sur la dérivation. Ça en fait c'est effectivement l'accroissement. Si je divise par dx, c'est le taux d'accroissement, comme dx correspond à une limite quand x tend vers 0. Ça en fait, ce truc-là, mais vous avez une formule dans votre cours sur la dérivation qui vous raconte ça. Ça c'est la dérivée de fa sur dx qui multiplie dx. Oui. On va effectivement simplifier par dx. Et donc effectivement, il n'y a pas de problème. F de x, c'est bien la dérivée de fa par rapport à x de x. Et donc autrement dit, votre fonction est la dérivée de n'importe quelle primitive, puisque vous voyez que ça ne dépend pas du choix de a. D'où le fait qu'on parle de la dérivée d'une fonction, mais des primitives d'une fonction, puisqu'en fait, vous en avez une infinité, vous avez autant de primitives que de valeurs de a possibles, c'est-à-dire que de nombres dans votre intervalle AB, ce qui fait beaucoup. On est d'accord là-dessus? Oui. Là tu remontes une petite page en arrière sur ton cours sur la dérivation. Ça, c'est tout l'accroissement. C'est f de x plus h moins f de x divisé par h. D'accord? On regarde dans ton cours sur la dérivation. On a passé 1 heure à expliquer pourquoi f de x plus dx moins f de x c'est égal à la dérivée. Bah si, c'est le taux d'accroissement. Si, c'est évident, pour le coup. La définition de la dérivée, c'est quoi? Ok. Donc, c'est quoi le taux d'accroissement? Ok. Ok. F de x moins f de a sur... Ok, d'accord. Donc, d'accord. Donc, pour toi, c'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. C'est ça ta définition. D'accord? On est d'accord, c'est pas la mienne. Hein. C'est pas mal de regarder vos cours sur la dérivation que je vous fais quand même. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on pose h égale x moins a. Donc, on met un h ici. Ici, ça donne un f de a plus h. Et c'est la limite quand h tend vers 0 de ça. D'accord? Alors, je ne vais pas refaire tout le cours sur la dérivée que j'ai fait. J'ai passé 1 heure. D'accord? Mais c'est exactement ce qu'on a là. F de x plus h moins f de x divisé par h. D'accord? Et ça, cette formule-là, hein, puis ça, c'est une formule qui est dans votre cours sur la dérivation. Qu'il faut apprendre par cœur, à un moment donné ou à l'autre. D'accord? Mais c'est ça dont on parle. C'est juste vraiment de combien... En fait, tu regardes ici, hein, c'est de combien c'est monté, divisé par ce qu'il t'a fallu parcourir pour que ça monte. C'est ça la dérivée, encore une fois. Hein. C'est toujours le haut moins le bas, divisé par ton déplacement horizontal. C'est la dérivée, ça, par définition. C'est la limite du taux d'accroissement, enfin, tu peux le prendre dans tous les bouts, c'est toujours le même truc. On est d'accord? Donc, autrement dit, effectivement, la dérivée d'une primitive de f vaut f, directement. Ce qui est pour vous, peut-être, votre définition de base. D'accord? Voilà. Donc, on va l'écrire quand même. D'accord? C'est un théorème. F est la dérivée de n'importe quelle de ces primitives. Voilà. Donc on verra en simulation numérique comment on fait du calcul numérique d'intégrale par la méthode des rectangles à gauche, au centre, à droite et par la méthode des trapèzes, d'accord, qui sont des méthodes numériques que vous êtes censés connaître. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est un truc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin de votre cours de la dérivation, je vous ai donné des techniques de dérivation. D'accord? Comment on fait pour dériver? Alors, dériver, c'est toujours simple. Ça peut être long,
mais c'est simple. Tout simplement parce que vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Ça va peut-être vous prendre du temps, mais calculer une dérivée connaissant l'expression de votre fonction, c'est un truc, c'est du parsing primitif, d'accord? C'est des poupées gigouilles dans tous les sens, mais une fois que vous avez compris la mécanique de composition, vous déterrez et puis vous finissez par y arriver. Oui. Juste une question, sur DFA, Oui. le DX c'est un argument de la dérivée ou c'est un facteur? C'est un x là, c'est 2x. Non, à gauche, le DX c'est un argument de la C'est un dérivée. facteur, c'est une multiplication. Ah, ok, donc C'est une multiplication. Et donc on avait... donc ça c'est facile. Par contre, vous savez peut-être déjà que la primitivation, c'est un autre délire. C'est un peu comme la factorisation et le développement. Développer, c'est toujours facile. Factoriser, il faut un peu deviner, il faut un peu intuiter. Et la primitivation est un cauchemar sans nom, en vrai. D'accord? C'est-à-dire qu'il existe une quantité industrielle de fonctions qui n'ont pas d'expression usuelle de primitive, d'accord? Pas parce qu'on ne les a pas trouvées, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas. C'est le cas de la fonction qui est x aussi exponentielle x carré, par exemple, qui n'a pas de primitive dans les fonctions usuelles, d'accord? C'est le cas de 1 sur x, qui n'a pas de primitive dans les fonctions usuelles, à partir du moment où si vous considérez que log fait partie des fonctions usuelles. Voilà. Mais puis à un moment donné, vous dites, bon, bah, ok, on la met dans les fonctions usuelles, donc tout d'un coup, 1 sur x a une primitive dans les fonctions usuelles. Ah, c'est magique. D'accord? Ça dépend des catalogues, etc., etc. Il y a un truc que je veux que vous sachiez calculer. C'est les composés de fonctions affines. D'accord? Pareil qu'en dérivation. Donc, on va faire un petit tableau et on va regarder un peu les choses. Alors, donc il y a deux choses sur les techniques d'intégration que je veux que vous ayez dans votre escarcelle, c'est les suivantes. Donc on est parti, on finit sur les techniques de primitivation. Parce qu'à partir du moment où on a compris qu'une primitive était telle que sa dérivée redommait sur la fonction, il suffit simplement d'intuiter qu'elle va être une primitive pour que ça marche. Alors déjà, on va faire une petite liste des petits f et de... Alors faites attention, hein, c'est une primitive possible. D'accord? Vous avez toujours à une constante près, hein, d'accord? À une constante près. Donc c'est vraiment une primitive et pas la primitive. Alors on y va, j'ai une petite liste. Donc déjà, la fonction qui a x associe x puissance alpha. Quelle est une primitive de ça? Oui. Non. Merci. C'est donc la fonction qui est x aussi x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Ça marche presque tout le temps, parce qu'il faut en particulier que alpha plus 1 soit non nul. Parce que sinon, on ne peut pas diviser. Donc ça, c'est en fait pour tout alpha appartenant à R privé de moins 1. C'est-à-dire que alpha, la parole est égale à moins 1 pour appliquer cette formule. D'accord? On est d'accord là-dessus? Oui. Pour la définition du ln, vous la définissez comme la réciproque de l'exponentielle ou comme la primitive de 1 sur x? Qu'est-ce qui est venu avant? Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas lequel arrive en premier dans cette histoire. Il faut demander à M. Lévy, lui, de savoir. Oui. Les constantes d'intégration, c'est à une constante près. D'accord? Ouais, donc, bien entendu, il faut qu'on traite le cas alpha égale moins 1. Et le cas alpha égale moins 1, ça correspond à quelle fonction, en fait? 1 sur x, d'accord? Oui, messieurs, là, c'est pas tout à fait fini le cours. D'accord. Et effectivement, la fonction qui va bien, c'est ln. D'accord? Le logarithme n'est pas rien. Donc ça, c'est le truc sympa. Ensuite, on a la fonction qui est x associe exponentielle x, qui a le bon goût d'être primitivée par elle-même. Ça, on est plutôt content. Et ensuite, lesquels je veux que vous connaissiez, il y en a 3 encore. La primitive de cos, sin. Mais oui, c'est dans l'autre sens. La primitive de sin, moins cos. Et il y en a une toute dernière
qui n'est probablement pas dans les trucs usuels, mais moi je pense que quand même... Alors, il y en a plein d'autres après, hein. Il y a les 1 sur x carré plus 1, tous les arcs tangentes, les arcs cos, toutes les saloperies là, d'accord? Donc moi je les connais pas par cœur, donc je les donne pas non plus. Et celle donc je pense qu'il est important d'avoir une bonne vision, c'est la primitive de log. Est-ce qu'il y en a parmi vous, des gens qui connaissent une primitive de log? Ouais. X est la limite de x moins x. Tout à fait. Alors, comment on sait que ça marche? Tout simplement parce que si vous dérivez ce truc-là, le moins x vous donne un moins 1. Et la dérivée du premier terme, c'est la dérivée d'un produit. Donc, vous allez avoir log de x plus x multiplié par 1 sur x qui va vous donner 1. D'accord? Comme celle-là, elle se devine pas trop, quand même. Il faut l'avoir vu une fois dans sa vie, quoi. Voilà. Ouais. Oui, on peut le faire par intégration par partie aussi, mais bon, moi je la connais par cœur, c'est terminé, quoi. Voilà. Tu l'as vu une fois dans ta vie, tu comprends pourquoi la dérivée donne ça, ça marche fort bien. On est d'accord là-dessus? C'est pas fini, d'accord? Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. C'est le théorème que je veux que vous reteniez de ce cours, d'accord? Et je serai impitoyable à partir d'aujourd'hui. Toute personne qui se gourre là, c'est impossible. Ça, c'est niveau terminal moins, d'accord? C'est un truc qu'on fait en premier trimestre de terminal. Il est illusoire que vous plantiez sur de la dérivation, des complexes, de la primitivation. Vous allez en bouffer tout le temps. À partir de maintenant, et qu'en partie qu'on va faire la méca, ça va être votre vie. Vraiment, ça va être votre vie. Hein. Et j'en ai marre d'avoir des élèves qui se gaulent comme des gosses de maternelle sur des primitivations usuelles. On est d'accord là-dessus? Donc, je ne vous demande pas de maîtriser les champs de variables, les quadruples IPP, les formes dégueulasses, les relations... Non, non. Je veux juste que vous maîtrisiez un truc. Et il arrive maintenant. D'accord? Voilà. Donc, on est parti. Soit j'ai... Alors, j'ai essayé de faire la même chose. Une fonction qui a x associe f de ax plus b, où f est une fonction dont on connaît une primitive. D'accord? Autrement dit, en fait, G est simplement une composition de f avec une fonction affine. D'accord? Simple. Alors, la fonction grand G qui a x associe 1 sur a grand f de ax plus b est une primitive de G. Terminé. Il faut juste savoir que la primitive, c'est 1 sur... Non, c'est une fonction affine. On se calme. Hein. D'accord? Sinon, c'est pas vrai. Hein. D'accord? Non. Ne refabriquez pas les théorèmes. D'accord? S'il vous plaît. C'est pas n'importe quel composé. C'est la composée d'une fonction avec une fonction affine. D'accord? Où là, effectivement, ça se passe bien parce que la dérivée d'une fonction affine a beau être une constante. Donc, ça se passe super bien dans la dérivation. D'accord? Ça, c'est le théorème réciproque du dernier théorème qu'on a vu ensemble dans le cours de dérivation. Si vous vous souvenez bien. Je tiens à repréciser les choses. Si vous faites un petit dézoomage sur le formalisme qu'on a vu depuis le début de l'année, en partie en électrocinétique ou en électrocinétique, puisqu'en optique on n'a rien fait, c'est que des composés. Cosinus de oméga t plus phi. C'est cosinus avec une fonction affine. Exponentielle de moins oméga 0t sur 2q. Fonction affine. Cosinus de oméga t, d'accord, etc., etc. Tout ça, c'est de la fonction affine avec des fonctions simples. C'est vraiment votre outil de base. Si vous ne maîtrisez pas votre outil de base, vraiment, hein, vous pouvez rien faire, quoi. C'est comme un maçon qui ne comprend pas ce que c'est que le ciment, quoi. Il n'y a pas aller bien loin. Vous êtes d'accord? Donc c'est vraiment important, ces trucs-là. Pour le reste, on vous aidera. Je peux vous pardonner de vous planter sur que vous ne voyez pas des trucs complètement éclatés en intégration. Mais ça, c'est inacceptable de vous planter sur le sujet. Ce qui est inacceptable également, c'est de ne pas connaître ça. Non, ça va, sauf que les occurrences de signes, là, je les ai entendues. Ça, je sais que c'est connu par personne. En vrai, vous vous gourrez tout le temps. D'accord?
Parce que vous apprenez pas les choses proprement. Vous confondez en particulier les opérations de dérivation et les opérations d'intégration, ce qui est un peu con dans ces histoires. Je tiens à préciser quelque chose d'important. Vous êtes en physique et ça vous donne une bouée de sauvetage hallucinante. Parce que les fonctions sont dimensionnées. Quand vous dérivez, la variable, elle descend en dessous. D'accord? Quand vous intégrez, c'est le contraire. Autrement dit, par exemple, là, quand vous avez... Non, plutôt, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Si x est une longueur, par exemple, a est forcément l'inverse d'une longueur. Pour que ax soit sans dimension. Ok? Et donc, quand vous intégrez, c'est normal d'avoir le a en bas. Et celui-là, ça vous semble trivial comme ça vous fait rigoler quand je vous dis de l'apprendre, mais factuellement, c'est l'erreur que j'ai le plus vue dans ma carrière. Le nombre d'élèves qui m'écrivent que la primitive de moins 1 sur r carré, c'est moins 3 sur r cube. D'accord? Non, c'est pas ça. D'accord? Ou moins 2 sur r. Ou moins 1,5 sur r, on ne sait pas trop. D'accord? C'est éclaté, d'accord? Donc c'est là, vous allez l'apprendre, vraiment, vous allez la regarder droit dans les yeux, et vous allez arrêter de vous gourer, d'accord? Parce que c'est vraiment très con. En méca, vous allez avoir de l'intégration à tous les coins de rue. Donc théoriquement, maintenant, je considère que vous êtes prêtes et prêts par téléchargement direct du cours dans votre tête, quoi. Voilà, ça marche comme ça. Bien.